Alors certains diront que nous sommes un peu en retard pour fêter les 80 ans de cette vieille dame qui est la sécurité sociale, mais non, on pourra leur rétorquer qu'en fait l'application des textes de la sécurité sociale, elle s'est faite, si je ne me trompe pas, Nicolas, en 1946. Donc nous sommes en 2026, donc on est pile pour s'occuper de ces 80 ans. Ambroise Croizat. Le 1er juillet 1946, commenceront à fonctionner les nouvelles caisses de sécurité sociale et les nouvelles caisses d'allocation familiale. C'est au 1er janvier 1947 que les caisses de sécurité sociale assumeront la charge de l'assurance contre les accidents du travail. Aussi, dès le début de 1946, les assurés sociaux verront leur situation considérablement améliorée. Le nouveau régime d'assurance maladie les couvrira à peu près intégralement contre toutes les charges résultant des dépenses médicales et pharmaceutiques. Et les assurés âgés vont bénéficier de retraites suffisantes pour assurer la sécurité de leurs vieux jours. On espère que ces 80 ans, ce n'est pas le moment où la Sécu entre en soins palliatifs. Je suis ravi qu'on parle de sécurité sociale dans une fac de médecine. Je suis ravi aussi qu'il y ait un public d'étudiants. Est-ce qu'on va voter le PLFSS? C'est devenu un nom commun, cette affaire-là. On prend ça comme une affaire technique, au mieux strictement économique. Dans le pire des cas, la Sécu n'existe que par ce fameux trou de la Sécu qu'il faudrait combler en permanence. Et c'est pas de ça dont il est question ce soir. Donc l'enjeu ce soir, c'est bien de parler de la sécurité sociale comme un enjeu et comme un enjeu politique qui est essentiel à notre vie démocratique. C'est pas simplement un outil de la démocratie, c'est un des fondements de la démocratie. Et pour ça, je pense que c'est important d'abord de reparler un peu d'histoire. D'abord, je voudrais vraiment remercier Laurent ainsi que les collègues qui étaient liés à l'organisation de la soirée, parce qu'il y a eu beaucoup de travail, je leur ai donné des surpoids, comme ça a été mentionné. Je suis très content d'être là, très reconnaissant. J'espère que je vais raconter des choses qui vont vous permettre de réfléchir un peu à cette institution qui est en effet la sécurité sociale. Retenez quelque chose de moi ce soir, retenez cette question. Une question qui, j'espère, va vous animer pour la suite. La question est la suivante. Aujourd'hui, maintenant, alors bien qu'il y ait beaucoup de déclinisme ambiant, on n'a jamais été aussi riche en France. On n'a jamais été aussi riche au sens où on produit beaucoup de richesses, on a un niveau de vie très développé. Alors évidemment, ça peut se discuter. Peut-être que ces dernières années, le niveau de vie stagne un petit peu, mais globalement, on n'a été jamais aussi riche et pourtant, on nous dit chaque jour, à chaque heure, à tout moment, sur tous les supports médias possibles, que la Sécu, ça coûte trop cher. Et qu'on serait incapable de conserver cette institution parce que ça coûte un pognon de dingue. Un jour, ça va être, en ce moment, c'est beaucoup ça, les retraités, cette ordre de retraités qui coûte horriblement cher. Les boomers qui auraient passé leur vie à profiter du bon temps et aujourd'hui, on ne pourrait plus payer la Sécu. Ou alors, les faux malades. Les faux malades qui fraudent tout le temps, etc., etc. Les familles qui abusent des aides sociales, etc., etc. Donc là, on se dit, bah oui, on n'a jamais été aussi riche et pourtant on ne pourrait pas se payer la Sécu. Alors que, et donc de là vient la question, alors qu'en fait, quand on réfléchit, la sécurité sociale, la date qu'on connaît tous, on pourra la discuter plus tard, c'est 1945. Et donc on se dit, en fait, ils ont inventé la sécurité sociale en 1945. Non pas à un moment où on s'enrichit massivement et donc on peut se payer la sécurité sociale. Ils font la sécurité, sociale en 1945 à un moment d'appauvrissement terrible. On sort de la guerre. On sort de la guerre pas plus riche que quand on y est entré, bien entendu. Il y a des destructions massives, des destructions matérielles, des routes, des ponts, des usines, des champs, tout un tas de destructions matérielles, des destructions en capital, en capacité de production, en général, des destructions humaines, avec des gens qui meurent, des blessés, etc. Le niveau de vie ouvrier retombe à ce qu'il était à la fin du 19e siècle. On perd 50 ans pour cette classe sociale-là. À la fin de la guerre, en moyenne, les Français ont perdu, enfin les gens qui résident sur le territoire français, ont perdu 8 kilos. On voit l'appauvrissement terrible. Et pourtant, nous, aujourd'hui, alors qu'on n'a jamais été aussi riche, on ne pourrait pas continuer. Et même aller au-delà, vers quelque chose qu'on pourrait appeler 100% sécurité. Ça, c'est vraiment la question un peu naïve, hein, mais le paradoxe qui anime mon travail. Et j'espère qu'il peut
amené beaucoup d'entre nous à réfléchir à ce que c'est que la sécurité sociale. Est-ce que c'est d'abord une institution économique qu'on peut se payer quand on a de l'argent? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est pas aussi une institution politique? Alors traditionnellement, l'explication de la naissance de ces institutions, ça va être la croissance économique, le salariat, le développement du salariat, l'industrialisation. Ça va être le débat pacifique dans les assemblées avec la démocratisation et la naissance de l'État social. Bon, dans mon travail, je propose d'explorer une autre hypothèse. Hypothèse qui serait de dire que, en fait, la sécurité sociale et les institutions de protection sociale, elles naissent du conflit. C'est-à-dire que les grands moments de développement des lois de protection sociale sont les moments où il y a du conflit. Alors, quel type de conflit? Du conflit militaire, bien sûr. C'est-à-dire que les grandes lois de sécurité sociale, elles arrivent souvent en conséquence d'une guerre. Ça va être le cas pour la Première Guerre mondiale, mais aussi, et c'est plus évident, pour la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ils font la sécurité sociale en 1945 et pas en 1939? Il n'y avait pas besoin de sécurité sociale en 1939? C'est étonnant, bien entendu. C'est bien donc que l'ordre social change. Conflit militaire, donc, mais aussi conflit social. Conflit social qu'on peut appeler pour synthétiser, si on va vite, la lutte de classe, c'est-à-dire le conflit entre les différentes catégories sociales dans une population qui fait que parfois il y a des révoltes, il y a des révolutions, et tout ça conduit au changement des institutions. Et donc dans mon travail, j'essaie de mettre la lumière sur le rôle du conflit, sur le développement des institutions de sécurité sociale. Comment est-ce qu'on explique que ces choses-là naissent, que ces institutions naissent? Ce n'est pas une question historique, c'est une question pour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que étendre la sécurité sociale pour les soins de santé au détriment des complémentaires, ça nous fait économiser de l'argent. On sait que c'est plus égalitaire, et pourtant on ne le fait pas. Est-ce que ce dont on a besoin, c'est de bons débats à l'Assemblée nationale, ou est-ce qu'il n'y a pas à s'inspirer du passé et comprendre que sans remise en cause des intérêts dominants, c'est-à-dire sans conflictualité vis-à-vis de ces intérêts dominants, tous ceux qui ont intérêt à ce que les choses ne changent pas, eh bien, les choses ne changeront pas. C'est ça la question qu'on doit se poser. Évidemment, probablement en privilégiant le conflit social plutôt que le conflit militaire, bien entendu. Et alors, un autre aspect de mon travail, c'est d'essayer de montrer qu'en fait, on parle souvent de la sécurité sociale au singulier, sauf qu'en fait, les formes de protection sociale, disons, publique, parapublique en France, elles sont diverses. Et elles sont diverses notamment en raison du pouvoir sur la sécurité sociale. C'est-à-dire qui décide de comment est dirigée l'institution. Et donc, ce que je cherche à montrer, c'est que, évidemment, les choses ne sont jamais tout blanc, tout noir. Ce que je propose, ce sont des idéotypes. Et la réalité est toujours plus compliquée, mais des idéotypes qui montrent qu'en fait le pouvoir sur la sécurité sociale, il tend entre, et les institutions de la protection sociale, il tend entre, disons, deux extrêmes, un pouvoir qui est dans les mains de l'État, avec ses institutions, le Parlement, le gouvernement, la haute fonction publique, etc. Ce qu'on appelle en fait l'État social. Mais aussi d'autres formes de protection sociale, où là, la sécurité sociale, en l'occurrence, elle est gouvernée non pas au niveau étatique, mais par le bas, de façon beaucoup plus démocratique. Et en fait, l'originalité, je reviendrai dessus tout à l'heure, l'originalité de la sécurité sociale de 1945 et d'autres institutions qui précèdent, c'est le fait que les formes de pouvoir sont différentes. Et en 1945, la grande originalité de la sécurité sociale, c'est la démocratisation de ce pouvoir. La sécurité sociale, ce n'est pas une nationalisation, au sens où c'est l'État qui décide, c'est une socialisation. Mais et tout ça, et alors? Qu'est-ce que ça change que le pouvoir soit dans les mains des uns ou des autres? Eh bien, peut-être que ça change quelque chose sur le type de politique publique qui est suivi. Pour comprendre 1945, il faut comprendre qu'il y a un avant 1945. On connaît la date de 1945, mais souvent on ne connaît pas, on ne sait pas le fait qu'il y a d'autres formes de protection sociale publique, des lois qui imposent des caisses de sécurité sociale, des caisses d'assurance sociale avant 1945. Et donc pour comprendre l'originalité de 1945, il faut comprendre ce qu'il y a avant. Et alors d'abord, ce qu'il y a avant, globalement c'est rien. Parce que tout au long du XIXe siècle, les besoins sont énormes, bien sûr, mais l'État se refuse, pour diverses raisons, à intervenir. Il
Il y a un sociologue qui s'appelait Henri Hatzfeld qui avait appelé ça l'objection libérale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on met en place des lois qui donnent des droits aux gens, eh bien ils vont en abuser. Et donc ça va les inciter à avoir des comportements qui sont néfastes pour le collectif. Et donc il ne faut pas mettre en place de lois progressistes sur la santé, sur les retraites, sur les familles, etc., etc. Et donc, bien qu'à la Révolution française, 1789, il y ait des projets de mettre en place des formes de protection sociale ambitieuses, en fait, il ne se passe rien. Il ne se passe rien et l'État ne souhaite pas, ne veut pas mettre en place des lois de protection sociale ambitieuses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les populations ouvrières, les catégories sociales du bas, hein, les ouvriers, les classes urbaines, donc, les classes rurales, elles vont s'organiser et elles vont s'organiser, s'auto-organiser. Pourquoi? Parce que d'un côté, l'État ne veut pas organiser, et pire, il organise la conflictualité, il organise la répression. Vous savez qu'après la Révolution française, c'est interdit de se réunir. Une réunion comme ça, si elle n'est pas autorisée, est interdite et on risquerait d'aller en prison. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit de défendre l'intégrité de l'État et l'intégrité de la bourgeoisie. Répression de la part de l'État et des conditions de vie qui se détériorent dans le travail. Pourquoi? Parce qu'on est à un moment où on va avoir un développement du capitalisme, c'est-à-dire de l'industrialisation. On va avoir un développement de la ville, l'urbanisation qui aujourd'hui, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais historiquement la ville c'est un lieu où on meurt beaucoup plus parce que c'est très dangereux, c'est très problématique pour la santé parce que rien n'est organisé pour que les choses se passent bien. Et donc on a ces populations urbaines, rurales, qui sont prises en étau entre un État qui ne veut pas réguler, au contraire, qui réprime les formes d'organisation et le capital et le patronat qui refuse de mettre en place des choses qui permettraient d'améliorer la santé des gens, comme de meilleurs salaires, comme des conditions de travail avantageuses, etc. etc. Et qu'est-ce qu'ils font les gens de cette époque-là? En fait, ils vont s'auto-organiser. Ils vont s'auto-organiser et ils vont construire tout un tas d'institutions pour changer la vie. Parmi ces institutions, alors j'en connais certaines, les coopératives par exemple. Moi, celle qui m'intéresse, parce que je m'intéresse à la Sécu, c'est les sociétés de secours mutuels. Et donc, c'est dans cette situation particulière que vont se développer les sociétés de secours mutuels qui vont être l'anticipation de la sécurité sociale. Et c'est très important, pourquoi? Parce que dans ces sociétés de secours mutuels, les gens vont se cotiser pour commencer à anticiper ce que sera la sécurité sociale. C'est quoi? Ça va être ce qu'on appelle aujourd'hui les indemnités journalières. Le premier risque auquel vous faites face, c'est tout simplement le risque de ne pas pouvoir aller travailler. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Et donc, on va pouvoir mettre en place des indemnités. Ça va être les funérailles, ça va être ce genre de choses. Plus tard, on va financer des herbes, éventuellement des médicaments. Encore plus tard, le médecin, peut-être une visite à l'hôpital. Et on voit comment se développe, sur le mode de l'auto-organisation, les racines qui vont faire le système de santé moderne. Pendant toute une période, il y a une forte répression. Sauf que la répression ne marche pas. Vous savez que le 19e siècle, c'est le siècle de l'évolution, notamment en 1948. Et qu'est-ce qui se passe? L'État va changer sa façon de prendre en charge la question sociale, et plutôt que d'être que dans la répression, il va se réapproprier. Ce mot est très important parce qu'on va le revoir avec la sécurité sociale. La société de secours mutuel, qui était un outil de lutte contre l'ordre social. J'ai parlé des enjeux de santé, mais en fait, ça servait aussi de caisse du travail pour organiser la lutte, les grèves, pour organiser les problèmes de chômage, tout ce qui était interdit, pour changer l'ordre social qui ne convenait pas. Beaucoup de répression, sauf que Napoléon III, quand il arrive, il se rend compte que la répression, ça ne suffit pas. Il faut légaliser et se réapproprier les institutions en enlevant toute la dimension subversive. C'est quoi la dimension subversive? C'est le combat contre le patronat, c'est le combat contre les préfets, mais ça va être aussi des formes de production. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés de secours mutuels? On va commencer à se mettre de l'argent de côté. Pourquoi? Pour financer des soins, mais pas n'importe quel soin. Au début, par exemple, on va financer le pharmacien libéral du coin. Sauf qu'en fait, le pharmacien libéral, il a une façon de faire des médicaments, il a une façon de vendre ses marchandises qui ne conviennent pas aux mutualistes. Et donc, ils vont inventer la pharmacie mutualiste. Et on voit comment, très important pour ensuite comprendre la sécurité sociale, le pouvoir sur le financement donne un pouvoir d'orientation sur ce que l'on souhaite produire. Ça, c'est très important. Et c'est bien de ça dont il s'agit quand on cherche à se réapproprier les sociétés de secours mutuels. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il y a des lois
où on va autoriser les sociétés de secours mutuels, mais on va inciter, pour parler dans le langage d'aujourd'hui, à accepter le pouvoir dominant, et donc avec ce fameux décret de 1852 avec les sociétés mutuelles approuvées et autorisées, où d'un côté, eh bien, on a juste l'autorisation de s'organiser en société de secours mutuels, et de l'autre côté, on va être approuvé, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que on a tout un tas d'avantages matériels, on vous donne de l'argent, on vous donne des locaux, on vous donne du papier, on vous donne de quoi vous organiser, mais en échange, la société de secours mutuel, elle est contrôlée par les élites de l'époque. Alors ça va être qui? Ça va être le clergé essentiellement, mais ça va être aussi l'État plus classiquement, parce que ça va être le maire qui va diriger, qui va présider les sociétés de secours mutuels approuvées. Le maire qui n'est pas élu, le maire est nommé par le préfet, mais lui-même nommé par l'Empire. Et on voit comment on essaye, en donnant plus d'avantages à ces sociétés contrôlées, de contrôler l'ordre social. Tout le 19e siècle, en fait, l'État n'intervient pas, sinon pour empêcher des formes subversives de protection sociale. Quand on regarde les statistiques publiques, la part des dépenses publiques dans le PIB, c'est 10 points entre la Révolution française et 1914. C'est-à-dire que pendant le long 19e siècle, d'accord, le poids de l'État dans l'économie ne bouge pas. C'est l'objection de l'État. Quand est-ce que vont naître les formes d'intervention publique les plus ambitieuses? Ça va être après. Et après, sous l'effet de quoi? Sous l'effet de la guerre. L'État social, c'est-à-dire le fait que l'État se mette à produire des politiques sociales, est très lié à la guerre. Pourquoi à la guerre? Parce que, en fait, quand on regarde la guerre, il y a 3 moments. La préparation à la guerre, la conduite de la guerre et les conséquences de la guerre. Et c'est à ces 3 moments que l'État va commencer à trouver son intérêt à la politique sociale. Jusqu'à présent, il réprime. Et maintenant, il va trouver son intérêt. Alors, par exemple, la préparation à la guerre. Donc là, je parle pour la Première Guerre mondiale. Dès 1871, il y a la défaite contre l'armée prusse, l'écrasement de la Commune, et l'obsession des élites dirigeantes, c'est la prochaine guerre. Le problème pour la prochaine guerre, c'est que les Allemands sont plus nombreux, les femmes allemandes font plus d'enfants. Et donc, il faut un réarmement démographique. Alors, on ne parle pas comme ça, bien sûr. Mais ce que ça veut dire, c'est que jusqu'à maintenant, les enfants, on s'en foutait. Les enfants n'étaient pas un problème. À partir du moment où on va considérer qu'il y a un problème de dépopulation, on appelle ça à la fin du 19e siècle, eh bien on va se dire peut-être que ça vaut le coup de favoriser le fait d'avoir des enfants. Non pas parce qu'on pense que c'est bien de s'occuper des enfants, mais parce qu'on pense que l'enfant est le futur soldat. Il y a des choses similaires qui se passent sur les questions de la vaccination, qui devient obligatoire parce qu'on met ensemble tout un tas d'hommes dans ce qu'on appelle l'armée, et on souhaite que les hommes de l'armée ne tombent pas malades. Et donc, on voit comment il y a des liens très très forts entre politique ambitieuse de santé et préparation à la guerre. Bien sûr, conduite de la guerre. Alors là, il se passe plein de choses dans la conduite de la guerre. Autant le rôle de l'État est plutôt libéral, alors c'est excessif de dire ça, mais disons qu'il ne s'intéresse pas beaucoup à la politique sociale et il laisse se développer le marché au XIXe siècle en dehors de toute forme de guerre très très forte, qu'on appelle la guerre totale, qui implique toute la société. Autant avec l'implication de toute la société, pour gagner la guerre, on ne peut pas laisser faire le marché. Et donc, nous sommes en guerre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Au moment où nous sommes en guerre, la Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit on va arrêter de laisser les marchés décider de tout. Et on va aller sur des formes de coordination beaucoup plus centralisées. L'État va décider de certaines choses. Notamment, à l'époque, c'était de décider de dire aux gens vous restez chez vous. Okay, bon. En 14, ce que décide l'État, c'est de limiter la place du marché et d'augmenter la place de l'État. On va dire aux gens, vous allez aller à la guerre, vous restez à l'arrière, voilà comment vous allez être employé. Le capital, la même chose, et donc le marché perd de la place. Le marché perd de la place et des choses qui paraissaient autrefois impossibles, parce que l'ordre social était trop conservateur, deviennent possibles. Quoi, par exemple? L'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, ça paraît absolument évident aujourd'hui à tout le monde. Alors on peut discuter du taux, c'est assez, c'est pas assez, beaucoup de tranches, pas beaucoup de tranches, mais l'impôt sur le revenu est en discussion en France depuis 1870-71. Pourquoi ils font l'impôt sur le revenu? Pas à l'issue de bagarres parlementaires où finalement on réussit à trouver une majorité, parce que ça débat dans le Parlement très très longtemps. L'impôt sur le revenu en France, il est décidé, il est acté en 1914. Pourquoi en 1914? Parce qu'il faut lever l'impôt pour faire la guerre. Et donc on voit comment tout un tas d'institutions sociales sont très liées à la guerre et donc à la volonté de maintenir un ordre social particulier. Et enfin, les conséquences.
Les conséquences de la guerre, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, quand la guerre est finie, il y a tout un tas de conséquences, notamment des conséquences humaines. Évidemment, beaucoup des décès, mais aussi des mutilés, des veuves, des orphelins, des destructions. Et c'est à ce moment-là que l'État, qui était très libéral, très peu interventionniste, va devenir très interventionniste. On va avoir le début de pensions, des pensions pour les retraités qui vont se massifier. Il y en avait avant, mais il va y avoir de plus en plus de pensions pour, non pas les retraités, mais ceux qui reviennent de la guerre mutilés. Il va y avoir des pensions pour les veuves. Il va y avoir la mise en place de politiques beaucoup plus ambitieuses pour les orphelins. Il va y avoir la politique de logement social beaucoup plus imposante. Et donc on voit comment la guerre change la place de l'État dans la société. Et en particulier en ce qui nous concerne. C'est à partir de la fin de la guerre que, et en débat, la mise en place des assurances sociales. Les assurances sociales elles vont être débattues dès la fin de la guerre, mais elles vont être votées en 1928-1930. Alors ça fait un peu tard, mais pourquoi ça fait tard? Parce qu'il y a une opposition de qui? Des gens qui sont censés mettre en place la loi, c'est-à-dire les mutualistes et les médecins qui sont vent debout contre la loi. Je passe sur cet épisode, on pourrait y revenir. Ce que ça illustre, c'est quoi? C'est qu'on voit bien que l'ordre social doit être bouleversé pour pouvoir changer les institutions. Une révolution, une guerre, et là, sont remises en cause des choses qui paraissaient impossibles à être remises en cause. Et qu'est-ce qui va se passer en 1928-1930 et qu'il faudra comparer à ce qui se passe en 1948? 1928-1930, ce qui est inventé, c'est l'obligation de cotisation. Les lois d'assurance sociale 1928-1930 disent que tous les salariés du commerce et de l'industrie sont obligés de cotiser à une caisse d'assurance sociale qui va couvrir contre le risque vieillesse ou le risque maladie. On est obligé de cotiser, mais comme les mutualistes se sont beaucoup battus pour conserver leur place dominante dans la société, les mutualistes qui en fait sont devenus les notables dans cette société-là, eh bien, il y a ce qu'on appelle la liberté d'affiliation. C'est-à-dire que vous êtes obligé de cotiser, mais vous choisissez où vous allez cotiser. Est-ce que vous allez cotiser à telle caisse ou à telle autre? Ça, c'était un moyen pour laisser aux mutualistes la possibilité de garder un grand pouvoir économique et social dans la société. Ce qui change avec 1945, à nouveau à l'issue d'une guerre, je ne refais pas l'argumentaire, la sécurité sociale de 1945, les ordonnances de 1945, ce qu'elles disent, c'est qu'on ne va pas avoir une obligation de cotisation. On n'invente pas des caisses de sécurité sociale, elles existent déjà. Par contre, on va faire un régime général de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on va avoir l'objectif d'avoir une caisse unique. Parce qu'auparavant, on a des centaines de caisses, et des centaines de caisses qui permettent de faire vivre plein de paternalisme social. Le paternalisme mutualiste, c'est devenu des notables de la société, c'est par exemple Pierre Larocque qui le dit. Le paternalisme du patronat, du clergé, d'accord? Ou par exemple dans les caisses allocations familiales, le patronat est très impliqué. Pourquoi? Parce qu'il veut faire du dumping social entre ceux qui ont des enfants, entre les ouvriers qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas. Bon. Et donc en fait, en 1945, l'originalité, ce n'est pas l'obligation de cotisation, c'est l'obligation de cotisation à un régime unique. Deuxième originalité, c'est le pouvoir aux intéressés. Dans les conseils d'administration, la majorité des sièges vont être donnés aux représentants du salariat. Et ça, c'est une innovation majeure, parce que jusqu'à présent, toutes les caisses qui existaient, notamment les caisses d'assurance sociale, elles étaient dirigées par des élites de la Troisième République, c'est-à-dire par des notables, des gens qui ne cotisent pas, mais qui décident à la place des gens ce qu'il faut faire de l'argent. Et donc c'est ça l'originalité de 1945, c'est le pouvoir sur la sécurité sociale. Dernière originalité, c'est le taux de cotisation interprofessionnelle qui permet qu'il n'y ait pas de dumping social entre les gens. Et alors, ce qui est intéressant, c'est à la fois de voir que cette sécurité sociale elle est assez originale, mais qu'elle va être combattue tout de suite. Il y a une grande idée selon laquelle la sécurité sociale, c'est quelque chose qui est l'objet d'un grand unanimisme à la libération. Tout le monde est OK pour faire la sécurité sociale. Il y a une grande alliance. En fait, pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui sont très opposés à la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale telle qu'elle est faite en 1945, c'est un projet politique vraiment radicalement différent de ce qui existe auparavant. Et alors, qui est opposé? On comprend très vite. D'abord, ceux qui sont opposés, c'est les mutualistes. Les mutualistes, ils sont opposés parce qu'ils perdent le bénéfice de leur pouvoir économique, pouvoir social. Avec eux, il va y avoir toute une partie de la droite, ce qu'on appelle à l'époque le MRP. Et on voit ça dès le début. Les ordonnances, c'est 4 et 19 octobre 1945. Avant le 4 et le 19, il faut les préparer, ces ordonnances. Alors, elles sont préparées par le ministre du Travail, par Gaudi, et en fait en particulier par Pierre Larocque.
Et elles sont mises en discussion dans une commission qui s'appelle la commission des Lépines. C'est un conseiller d'État qui ramène une partie prenante et qui dit bon, on va discuter du texte. Et ce texte présente des trois originalités telles que je vous l'ai dit, et il y aura tout de suite des gens qui sont radicalement opposés. Alors qui les mutualistes, bien sûr, ils sont opposés parce qu'ils veulent pas disparaître. S'il y a une obligation d'affiliation, ils disparaissent puisqu'il n'y a plus de caisse mutualiste. Le MRP, qui est ici et qui est très proche des milieux du milieu mutualiste, des milieux catholiques, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils voient? S'il y a une caisse unique qui est dirigée à majorité par les salariés, qui va diriger? À l'époque, c'est la CGT. Et qu'est-ce qu'elle veut, la CGT? La CGT, elle veut tout un tas de choses que ces classes sociales-là ne veulent pas. Et donc, ils vont se liguer pour s'opposer à ça. Ils vont chercher à défendre à nouveau les lois de 1928-1930, la liberté de l'affiliation. Et c'est pour ça qu'ils vont, dès le début, avoir des conquêtes. Quelles conquêtes? Souvent, on se dit, oui, la sécurité sociale est remise en cause dans les années 70 quand il y a le déficit. C'est pas vrai. Dès le début, il y a des défaites. Dès cet été, là où se préparent les ordonnances, on devait avoir une caisse unique, on va avoir deux caisses. La caisse de sécurité sociale d'un côté et les caisses d'allocation familiale de l'autre. Pourquoi les allocations familiales de l'autre? Parce que c'est un outil du pouvoir, notamment catholique, notamment du patronat. Et dans ces caisses-là, il n'y aura pas majorité pour les ouvriers, il y aura seulement 50-50. Et donc on voit que l'enjeu, c'est le pouvoir sur les caisses pour avoir la possibilité de décider de ce qu'on fait de l'argent. Opposition dès la commission des Lépines, opposition aussi au moment où on donne l'avis sur les ordonnances de 45. Et oui, tout le monde est d'accord pour les ordonnances de 45, c'est pas comme ça. Vous avez de l'ordre de 300 députés à l'Assemblée nationale consultative, il y en a 200 qui sont OK, mais il y en a presque une centaine qui s'abstiennent. Les députés MRP et CFTC, parce qu'ils sont opposés à la sécurité sociale. Pour eux, c'est le totalitarisme, parce qu'on va obliger les gens à être dans une caisse particulière. Les ordonnances sont, passent dans la loi le 4 et le 19 octobre, et dès le début, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, la CFTC, qui est censée mettre en application la loi, parce que c'est le syndicat qui est avec la CGT censé mettre en application la loi, boycotte la mise en place de la sécurité sociale. On est en octobre 45 et il y a deux syndicats, deux confédérations syndicales, la CFTC et la CGT, et il y en a une des deux qui boycotte. Le MRP, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ah non, il faut remettre à plus tard la sécurité sociale. Il essaie de passer des lois pour que plutôt que la sécurité sociale elle soit mise en œuvre à la mi-46, elle soit mise en œuvre beaucoup plus tard, histoire de délier, faire en sorte que cette institution ne se développe pas. Donc, opposition dès le début. Ici, je vous ai mis un article de Figaro en 1948, donc un an de sécurité sociale. Donc, alors c'est pas tout à fait un an, c'est un an et demi de sécurité sociale. Le pain des vieillards va servir à défrayer et gripper les enrhumés. Et déjà la critique de celui qui va être considéré comme un fraudeur, parce que vous voyez qu'on ne s'arrête pas pour un petit rhume. Donc c'est une série de trois, je vous montrer trois qui sont rigolos. La sécurité sociale, un monstre à 5 pattes qui dévore et avec ses enfants, avec une petite caricature ici. Donc vous voyez l'opposition très très forte. On arrive, donc là le troisième pour plaisir, on arrive, donc là c'est les petits risques. Je ne sais pas si vous voyez François Fillon, qu'est-ce qu'il voulait? Alors on caricature, mais en fait c'est ce qui se passe quand même. Lui, il voulait séparer les grands risques et les petits risques. C'était la campagne de 2017. En fait, c'est un programme très ancien. Et qu'est-ce que ça donne, cette campagne massive contre la sécurité sociale? Ça donne que dès 1949, vous avez un débat à l'Assemblée nationale qui va nous dire que finalement la sécurité sociale ça coûte trop cher. Et il y a tout un tas d'arguments qui sont très contemporains sur la sécurité sociale. Si ça vous intéresse, je vous filerai les textes pour voir un petit peu. Mais ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il y a une opposition très très forte à la sécurité sociale. Les médecins, ce sont aussi une des catégories qui vont s'opposer fortement à la sécurité sociale. Il l'avait déjà fait aux assurances sociales de 1928-1930, et il faut pas s'étonner des médecins pour demain, etc. Tout ça, c'est très traditionnel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent le conventionnement, c'est-à-dire qu'ils refusent le tarif autonome. Et en ayant le pouvoir sur les caisses de sécurité sociale, pas tout le pouvoir. Toute une partie du pouvoir est conservée dans les mains d'État qui décide de taux de cotisation, de tout un tas de prestations. Mais en ayant arraché un bout de pouvoir, ils vont faire des choses incroyables. Que font les caisses de sécurité sociale lorsqu'elles le peuvent et parce qu'elles ont le pouvoir de le faire? Notamment, il y a un exemple qui est très fameux, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône, les caisses de sécurité sociale locales des Bouches-du-Rhône va avec le soutien de la CGT, avec le soutien du PSF, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils sont très majoritaires, ils vont construire des centres de santé. Les médecins libéraux ne veulent pas conventionner, on va contourner, on va construire des centres de santé. Des centres de santé avec une santé
qui va être organisé de manière très différente. On a parlé tout à l'heure des centres communautaires. Et bien là, il va y avoir des médecins salariés, avec d'autres professionnels de santé, avec une autre conception du soin. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où ceux qui ont le pouvoir sont aussi ceux qui ont besoin, c'est les intéressés. Ce qu'ils font, c'est que dans la mesure de leur capacité à être majoritaire, et ils l'étaient notamment, c'est pour ça que je le cite, parce qu'ils étaient très majoritaires dans les caisses des Bouches-du-Rhône, eh bien, ils prennent une part des fonds de la sécurité sociale et ils décident, il faut imaginer, là on est en AG de la caisse des Bouches-du-Rhône. Cette année, on va décider de prendre, je ne sais pas moi, 50 000 € pour financer le local du centre de santé communautaire du quartier là-bas à côté. Quand on fait ça, on le fait pourquoi? Parce que les gens qui sont là, dans cette assemblée, ils habitent ici. Et donc ils savent ce qui est bon pour eux, contrairement à, je sais pas, ceux qui sont à l'ARS. L'ARS ne fait que appliquer au niveau local les décisions qui sont prises en haut. Alors on pourrait imaginer des formes de démocratie beaucoup plus radicales. Et je vous invite à regarder les travaux de mon collègue Karine Belloni qui montre comment, dans ces centres de santé, parce qu'on prend le temps, eh bien, on est capable de repérer que les gens qui travaillent dans les chantiers navals, ils sont malades non pas de la cigarette, non pas de mauvais comportements individuels, mais en fait de la violence. Et donc on voit comment, encore une fois, le pouvoir sur l'institution crée des possibilités assez incroyables. Aujourd'hui, il est clair que la sécurité sociale, elle n'est pas organisée de manière démocratique. L'organisation syndicales qui sont représentées, elles y sont, mais elles n'ont pas de pouvoir. Elles n'ont pas de pouvoir délibératif, elles sont juste à titre consultatif. On peut raconter l'histoire de la sécurité sociale jusqu'à aujourd'hui comme l'histoire d'une dépossession. C'est-à-dire que la suite du mouvement de l'histoire de la sécurité sociale, ça va être comment est-ce qu'on va se réapproprier le pouvoir. Non, ça ne marche pas tout de suite. Parce qu'ils ont déjà tout un tas d'arguments aussi bons que les nôtres aujourd'hui. Sauf qu'ils ne démantèlent pas la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que le rapport de force n'est pas du tout favorable. Le rapport de force n'est pas favorable parce que la CGT est très puissante, parce que le PCF est très puissant, parce que même si elle est MRP en troisième partie, il y a la SFIO qui est puissante et qui doit gauchiser son discours parce que sinon il y a le PCF qui marche sur ses plates-bandes. Et donc on voit comment, de façon très matérielle, du fait des rapports de force, il va y avoir une défense de la sécurité sociale. Et face aux arguments de toujours, ça coûte cher, il n'y a pas assez d'argent, même les retraités partent à la retraite trop tôt tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent le taux de cotisation. Et augmentant le taux de cotisation, on va rénover tout le système de santé en France. Ce qui se passe, si on veut en venir plus précisément aujourd'hui, c'est deux choses. Récupération du pouvoir, avec les ordonnances Jeannet en 67, le plan Juppé en 95, une étatisation de la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, la sécurité sociale, elle n'est pas majoritairement privée, elle n'est pas complètement marchandisée. Il y a du marchand dans le système de santé, mais les financements sont encore à 80% des financements sécurité sociale. Par contre, le pouvoir sur la sécurité sociale est complètement dans les mains de ces hauts fonctionnaires, ces gens qui font la politique sociale. Ils disent la sécurité sociale ne peut pas tout. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, c'est dire ce qu'ils disent. Et donc ils vont changer l'ambition de la sécurité sociale. L'ambition de la sécurité sociale, la façon dont elle est construite, dont elle est défendue, c'est chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Avec l'idée que la sécurité sociale a vocation à s'occuper de tous les besoins de santé et d'autres par ailleurs. À partir du moment où il va y avoir l'étatisation de la sécurité sociale, on ça c'est fini. Désormais, la solidarité c'est important. Et il y a beaucoup de solidarité dans la sécurité sociale encore aujourd'hui. Mais c'est une autre forme de solidarité. C'est ce qu'on appelle les politiques de ciblage. C'est-à-dire que comme on ne peut pas tout, eh bien on va cibler la solidarité. On va dire que ceux qui en ont le plus besoin, on va leur donner un peu plus. Ça va être les malades avec le dispositif ALD, ça va être ce qui coûte très cher avec l'hôpital qui est mieux remboursé qu'ailleurs, ça va être les plus pauvres avec le dispositif CNUC, et maintenant C2S, ça va être la MU. Donc ça c'est le discours, est-ce que c'est vrai? On pourra en discuter, mais en effet, c'est pas tout à fait vrai. C'est le discours, c'est qu'on va cibler la solidarité. Et pour les autres, on va développer la sphère marchande, et notamment la sphère des complémentaires santé. Et donc on voit comment la perte du pouvoir change la signification de la sécurité sociale et facilite aussi tout l'agenda du trou de la sécurité sociale. Comme les intéressés n'ont plus le pouvoir sur la sécurité sociale, ils sont plus friables au discours technique, technocratique sur le trou de la sécurité sociale. Or, en fait, le trou de la sécurité sociale, c'est une construction et par de nombreux biais, on pourrait le dire. Ce graphique, on se dit, ouais, c'est en déficit. Ce truc-là, c'est ce qu'on connaît tous.
C'est-à-dire, quand on parle de la sécurité sociale aujourd'hui, comme il n'y a plus de maîtrise politique sur l'outil, eh bien, on a des discours technocratiques avec une mise à l'agenda. La mise à l'agenda, c'est de dire que la sécurité sociale, c'est en déficit tout le temps. Comme c'est en déficit tout le temps, il faut faire des efforts. La sécurité sociale, c'est une façon d'organiser le financement et la production des soins. Cette façon d'organiser le financement et la production des soins, j'insiste sur les deux, parce qu'on finance des soins de santé, mais quand la Sécu finance, même aujourd'hui, avec les hauts fonctionnaires qui dirigent, ils décident de comment est-ce qu'on va conventionner les professionnels de santé. Quels médicaments on conventionne. Bon, on n'était pas content avec ça, mais en tout cas, on dit que ça finance et ça organise la production des soins de santé. En fait, ça, c'est tout neuf dans l'histoire. C'est tout neuf, ça date d'il y a un siècle. C'est la sécurité sociale. Avant, il y avait quoi? Avant, il y avait l'archaïsme. L'archaïsme, c'est le marché. Le marché, c'est tout le 19e siècle. Alors, on a du marché et on a la religion, toute la charité chrétienne avec les hôpitaux. Mais on a aussi le marché. Et par le marché, ceux qui payent, ils y arrivent, et ceux qui ne payent pas, ils n'y arrivent pas. Et c'est bien parce qu'on a considéré qu'il y avait un échec de la façon de faire qui est le marché, qu'on a inventé des institutions comme la sécurité sociale, comme l'éducation nationale, ce genre de choses. Le sujet est de mieux en mieux posé. C'est, on a des besoins de santé, on considère que c'est important de soigner les gens, on considère que c'est important de fournir des pensions de retraite, on considère que c'est important de fournir des allocations familiales, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on fait ça de manière la plus efficace et la plus juste possible? Alors évidemment, on sort de 30, 40 ans, on nous a dit que c'était le marché, il fallait revenir au marché. Mais en fait, de plus en plus et de façon de plus en plus large, on se rend compte que pas du tout. Financer des soins de santé, c'est moins cher, tu l'as dit, et plus égalitaire par la sécurité sociale que par les complémentaires de santé. Donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que la production, le financement est plus efficace, plus solidaire, en commun. Et c'est défendu dans plein de secteurs de la société, vous l'avez dit, l'alimentation, la mort. On voit que lorsque le marché, lorsque le capital s'empare des productions, des besoins collectifs, eh bien, ça crée de l'inégalité, ça crée des coûts extrêmement extravagants. Tu l'as dit, les complémentaires santé, c'est 5 milliards d'euros. On pourrait économiser par an au moins 5 milliards d'euros. Vous vous rappelez le Ségur de la santé, confinement 2020, Emmanuel Macron, hôpital de campagne de Mulhouse, il dit je vais faire un grand plan pour l'hôpital. Un grand plan d'investissement pour l'hôpital. Le plan d'investissement pour l'hôpital, c'était quelque chose de l'ordre de 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros sur 10 ans. En se passant des complémentaires, on fait un Ségur de la santé tous les 2 ans. Les ordres de grandeur sont massifs, donc il y a largement de quoi faire en allant vers cette modernité. Ça suppose de désigner les gens qui n'en voudront pas et qui n'en voudront jamais. On ne va pas se mettre d'accord avec les mutualistes. Les mutualistes, si on dit 100% sécu, c'est exactement ce qui se passe en 45. En 45, on fait la sécurité sociale, ils sont obligés de refiler tous leurs bâtiments à la sécurité sociale, parce qu'en fait leur activité n'est plus nécessaire. Donc si on considère que c'est mieux, eh bien il faut le faire. À l'époque, qu'est-ce qu'on fait? On réintègre les gens qui étaient dans les caisses d'assurance sociale, dans la sécurité sociale. Je voudrais insister là-dessus, sur les complémentaires de santé. C'est pas, on ne regarde pas dans un passé lointain, avec tout poussiéreux, avec des gens qui sont sympathiques, mais bon, ils n'ont aucune connaissance des réalités concrètes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout de suite, dans le régime local d'Alsace-Lorraine, il y a un régime local qui fait le 100%. Ils le font aujourd'hui tout de suite, dirigés par les intéressés, qui décident d'augmenter ou de diminuer le taux de cotisation et de rembourser. Donc quand vous habitez et quand vous êtes soumis au régime d'Alsace-Moselle, eh bien vous avez le 100% déjà. Ça existe déjà. Et donc il n'y a plus qu'à le mettre en place ailleurs. Une fois qu'il y a le pouvoir démocratique, eh bien, il faut se poser les questions telles que vous avez posées. Est-ce qu'on est content de dire qu'on va financer la spéculation de l'industrie pharmaceutique tout le temps? Est-ce qu'on pense que c'est une bonne idée? Aujourd'hui, la question ne nous est pas posée. Les institutions aujourd'hui font que la discussion sur le prix du médicament sont relativement opaques, avec des négociations, on ne comprend pas toujours bien, avec des méthodes de calcul qui sont absolument extravagantes. On ne va pas payer le coût de production du médicament, mais le coût évité pour la sécurité sociale si les gens étaient restés malades. Tout ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause ça? Eh bien, on ne peut pas le faire tant qu'il n'y a pas de pouvoir sur la sécurité sociale. La marchandisation, c'est les cliniques privées lucratifs. Les EHPAD, tout ce genre public, et du privé à but lucratif. Est-ce que les caisses de sécurité sociale ont vocation à financer le privé à but lucratif, sachant qu'ils organisent, un séparatisme
entre les gens qui peuvent accéder et les gens qui ne peuvent pas accéder. Donc, est-ce qu'on doit être animé par du désespoir? Absolument pas! Si nous, on est dans le désespoir, ils étaient dans quoi, les gens qui ont fait la Sécu? La situation en France, c'est une situation où il y a l'occupation. Il y a des gens qui sont emprisonnés, tués, exécutés. Une situation très très dure. Donc nous, par rapport à eux, on a des outils tellement plus importants, des capacités, des connaissances. On a en 1945 des soins de santé, je prends juste cet exemple, les soins de santé, ils sont financés autour de quelque chose comme 40-30% par la Sécurité. Aujourd'hui, on est à 80%. D'accord? Nous, on a le dernier bout à faire, c'est plus facile. Alors évidemment, il y a du fil à retordre. Il y a plein de gens qui se mobilisent, mais on va le faire. Non seulement il y a des choses qui se passent sur la santé, donc là, Médecins du Monde, j'ai appris tout à l'heure en venant, peut-être que je n'étais pas assez attentif, que Médecins du Monde défend le 100% Sécu, MG France défend le 100% Sécu, des choses qui n'existaient pas auparavant. Le SMG depuis longtemps, on défend le 100% Sécu. Certaines mutuelles, alternatives mutualistes, défendent le 100% Sécu. Les associations de consommateurs défendent le 100% Sécu, toutes choses qui n'existaient pas il y a 10 ans. Certains syndicats ont commencé à se dire que quand même ça va. Alors, beaucoup de syndicats sont contre. Il faut savoir pourquoi ils sont contre, je pourrais y revenir. Mais en tout cas, il y a des forces sociales très importantes qui sont tout à fait derrière l'idée de sécurité sociale. Ils pensent toujours que tout est foutu, pas du tout. On est là. Vous êtes venus alors que vous auriez pu aller boire des cafés. Nécessaire. Et simplement sur la question qui est aussi très importante du mode de financement. Disons, les années 80, la sécurité sociale était financée quasiment à 100% par la cotisation, maintenant c'est fini. Maintenant c'est 50% des cotisations et de l'impôt. Quel genre d'impôt? La CSG, contribution sociale généralisée, des impôts un peu variés comme les impôts sur le tabac, ou bien encore de la TVA. La sécurité sociale, aujourd'hui, elle est plus financée uniquement par la cotisation. Est-ce qu'il faut y revenir à la cotisation? On se rend bien compte que la sécurité sociale, c'est plusieurs centaines de milliards. Changer tout ça d'un coup, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de très facile et pertinent à faire. Ce qui se pose en termes de financement, c'est est-ce qu'on considère que, puisque les besoins augmentent, on augmente le financement? Après, décidons lequel. Le gros du sujet, c'est est-ce qu'on pense que la sécurité sociale, c'est une institution pertinente pour financer la production de soins, pour financer des pensions, ou est-ce qu'on pense qu'il faut faire autre chose? Est-ce qu'on pense qu'il faut des fonds de pension? Est-ce qu'on pense qu'il faut continuer avec AXA, Richard Santé et compagnie? Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, au nom de la préservation des mutuelles, parce que les mutuelles, c'est l'histoire sociale en France, les mutuelles, c'est la plus non lucrative, c'est souvent très lié à des syndicats, des partis politiques historiques de la gauche. Au nom de la préservation des mutuelles, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises d'assurance gagnent des pouvoirs de marché. Comme on ne veut pas résoudre ce problème, qui est la question des complémentaires santé, en se disant oui, mais les mutualistes, c'est un peu des amis. Ou en disant oui, mais les institutions de prévoyance, qui sont aussi des complémentaires, c'est géré par les syndicats et le patronat. Du fait de cette cogestion, du fait de ces liens politiques, vous avez une alliance hétéroclite entre très à droite les assureurs, les entreprises d'assurance, genre AXA, et les partis politiques qui vont avec, le mouvement patronal qui va avec. Plutôt au centre-gauche, vous allez avoir, par exemple, En Marche, le Parti Socialiste, ce genre de gens qui ont des liens très forts avec les mutuelles. Et vous avez vu à droite, le PCR, pareil, beaucoup de liens avec la mutualité. Et en ce qui concerne les syndicats, la CFTC gère beaucoup d'institutions de prévoyance, FO un peu, la CGT un peu moins, mais c'est toujours compliqué. Donc on voit qu'on a une alliance très hétéroclite qui va de très à gauche à très à droite. Tous ces gens-là, dont certains, donc on s'attendrait à se défendre de 100% Sécu, parce qu'ils ne veulent pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et ils ne sont pas assis sur la Sécu, ils sont assis sur des complémentaires santé qui ça fait des salaires, ça fait des positions. C'est pas forcément de l'enrichissement personnel, parfois c'est même des façons de financer de l'activité politique. On sait que ça marche mieux, mais est-ce qu'on a la détermination pour entrer en conflit avec les personnes qui seraient forcément perdantes de l'extension de la sécurité? À jamais le croire sur parole, ni moi, ni personne d'ailleurs. Allez consulter les documents, et donc ce truc-là, c'est la première page de la loi de financement de la sécurité sociale de cette année. Qu'est-ce qu'elle dit, la première page de la loi de financement de la sécurité sociale de cette année? C'est que pour 2026, les administrations de sécurité sociale seront en excédent. Alors du coup,
Médecins du Monde qui sont là. C'est vraiment super de voir aussi le partenariat avec les sciences sociales, le département que tu administres avec tes collègues et faire ce lien avec Médecins du Monde. Bon, moi je ne suis pas un spécialiste de la Sécu, vous l'aurez compris. Médecins du Monde, c'est une organisation humanitaire, une ONG, une organisation gouvernementale. On intervient dans une trentaine de pays, en France, à l'international, en France métropolitaine, à Mayotte, en Guyane, on a près d'une quarantaine de programmes. On est une organisation qui fonctionne selon des principes d'acteurs humanitaires et sans frontiérisme des années 70. On est impartial, indépendant, ni de droite, ni de gauche, ni de l'en même temps. Les sujets qui nous portent, notamment la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales, contre les injustices, on se retrouve au cœur de sujets éminemment politiques. Et donc, nous sommes de manière tout à fait assumée une organisation militante, avec des fondements, des prises de position qui se font sur une légitimité de terrain, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par être dans l'action au plus proche des personnes qu'on veut accompagner. On génère un service, l'accès aux droits, aux soins, en France, à l'international, et à partir de là, on documente le décalage entre le discours et la réalité, le décalage entre le droit officiel et le droit réel, le non-respect des droits fondamentaux. Moi, j'observe de manière un peu transversale la question de l'action humanitaire, de ses difficultés, de ce qui se passe aujourd'hui au Congo, au Burkina, ce qui se passe à Gaza aujourd'hui et ailleurs. On voit, y compris en France, une offensive anti-droit majeure. On voit une baisse drastique des aides publiques au développement qui sont essentiellement dues aux baisses des financements des Européens. Et dans l'écosystème humanitaire mondial, c'est 87% des financements qui sont liés, on va dire, aux pays du Nord. Offensive de populisme libéral, ultralibéral aussi, qui répond à une idéologie suprémaciste, d'extrême droite essentiellement, et sa financiarisation des enjeux d'accès aux soins en France fait écho aussi au fait que la précarité s'accentue en France. On est à 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. On a des chiffres qui montrent quand même qu'en termes d'accès aux droits et aux soins, le non-recours est de plus en plus important, que cela se traduit aussi par des retards de recours aux soins, par une dégradation des conditions de vie, un impact sur des enjeux de santé publique et sur des enjeux de santé privée. Et donc, cette question de la sécurité sociale et sa remise en question au travers d'un discours qui est éminemment politique. Tu l'as rappelé, on est sur un sujet politique, on nous explique que la question financière est centrale, mais tu l'as rappelé, au moment de la Seconde Guerre mondiale, notre État était exsangue et ça n'a pas empêché des personnes de défendre un certain idéal. Ce qui nous anime, nous, chez Médecins du Monde, en tout cas, l'idée de porter un projet de société où l'altérité se construit sur une vision de solidarité. Au fond, lorsqu'ils ont créé la Sécu en 1946, et tu l'as dit, c'était pas facile, il y a eu des oppositions, mais ils ont eu un terrain social favorable qui était la guerre, 6 années de guerre où la solidarité a été presque naturelle entre les individus, on était obligés de s'entraider. Et cette idée de solidarité et cette guerre, ces tensions qui ont amené à une forme de solidarité, a favorisé, a aidé l'émergence, en tout cas, a pu aider l'émergence de ce concept un peu idéal, de cette utopie qui consiste à dire que quand on n'a pas trop les moyens, on cotise comme on peut, quand on a plus les moyens, on cotise plus, mais au final, tout le monde est sur la même manière. Alors, il faut motiver dans nos plaidoyers, parce que c'est ce qu'on fait avec Médecins du Monde, comment amener nos concitoyens à considérer que la solidarité, c'est important, qu'au-delà des principes de santé publique qui nous rappellent que plus les écarts de santé sont importants au sein d'une société, plus l'état global de la société sera mauvais, au-delà de ce point de vue rationnel de santé publique, comment essayer de porter cette idée un peu idéale de solidarité, d'empathie envers l'autre. Et il y a donc la question de la pédagogie. On travaille beaucoup sur les représentations depuis de nombreuses années au travers des migrants. On voit comment cette problématique migratoire de l'exil est instrumentalisée, de la même manière que la précarité est instrumentalisée aussi par de nombreuses idées, notamment d'obédience extrême droite, où on oppose ces précarités, où on joue des précarités pour monter les gens les uns contre les autres. La sécurité sociale qui est une promesse universelle, mais cette promesse n'a jamais pleinement été réalisée, elle a toujours été fragilisée. En 1945, la Sécu se construit autour d'une ambition forte, certes,
Ça s'inscrit dans un programme du Conseil national de résistance, on l'a rappelé, l'État exsangue, avec un certain idéal, un plan complet de sécurité sociale qui vise à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence. La notion d'universalité est toute relative aussi, même à cette époque, parce que le système repose initialement sur une base socio-professionnelle. Ce sont des salariés du secteur privé, plus quelques ayants droit, c'est environ 40 à 50% de la population, c'est pas l'entièreté de la population. On n'est pas sur une démarche universelle d'emblée, et tu l'as rappelé, on arrive une période de corporatisme absolu, où chacun défendait ses propres chapelles. Avec ce régime général que tu as rappelé, il y a cette tentative de fédérer, mais c'est quand même 40 à 50% de la population qui sont concernés, et donc le reste qui n'est pas concerné. Donc, cette idée, puis, il y a une extension progressive du champ de la Sécu dans les années suivantes, dans les décennies suivantes, avec l'intégration notamment des travailleurs non salariés, avec aussi l'ouverture aux personnes sans activité professionnelle, les étudiants, les invalides et autres. Faire en sorte que les pauvres, on va les gérer, mais dans le même temps, on ouvre la financiarisation du champ de la santé, on se satisfait à aider les précaires de certaines manières, sans trop insister, parce qu'on verra que la ME ne couvre pas tout. Et en même temps, ça nous permet de justifier une surouverture au marché. La santé devient un marché. Alors en fait, il y a un tournant majeur en 1999 avec la couverture maladie universelle, tu l'as rappelé. Médecins du Monde et d'autres associations, MSF et d'autres, ont contribué à faire émerger cette CMU. Il y a le parachèvement de cette logique avec la réforme de la protection universelle maladie, tu l'as rappelé, la PUMA en 2016, entre autres, qui met notamment en place l'affiliation à titre personnel avec la suppression du statut d'ayant droit pour les majeurs. Alors, malgré ces avancées qui sont historiques, l'universalité elle reste incomplète parce que, en gros, il y a deux angles morts, il me semble. C'est qu'il y a une universalité qui est fragile au sein même de l'assurance maladie. Et puis, il y a un échec de l'universalité pour les personnes étrangères sans titre de séjour. Une différenciation en fonction du statut administratif, de la possibilité d'être soigné ou pas, la possibilité de vivre, de survivre ou de mourir, elle ne date pas d'aujourd'hui ou de l'extrême droite dans toute sa puissance. Elle est aussi conceptualisée depuis longtemps. Et donc, l'idée du sans-papier, l'idée d'un statut administratif dans l'accès aux soins, dans ces restrictions, est quelque chose qui va en compte, bien sûr, de l'universalisme. Alors, le système à deux étages, l'assurance maladie, vous le connaissez par cœur, avec l'assurance maladie obligatoire, la carte vitale, le remboursement et compagnie, à 70%, mais ça baisse, le taux de remboursement. On viendra à un autre combat, qui est peut-être à 100% pour le Sécu. Bien sûr, les mutualistes ne sont pas super contents quand on dit ça. Mais on dit, nous, j'ai fait notre conférence à Toulouse, 100% Sécu, et les mutualistes, ils se décomposent avec nous, alors qu'on est censé faire copain-copain. Il faut s'expliquer, il faut donner des arguments objectifs. Il y a quand même 2 millions de personnes, 4% de la population française qui ne dispose pas de couverture complémentaire, donc il y a quand même un problème. On est quand même loin de l'universalisme absolu. Et le système des complémentaires est fondamentalement illégal, vous savez, plus on est âgé et malade, et plus on paye en fait. Je reprends quelques exemples de notre rapport de l'Observatoire, qui est là, c'est un rapport qui est fondé sur les missions en France, basé sur environ 15 000, 20 000 consultations. À Montpellier, on reçoit des personnes affiliées à la sécurité sociale dans la capacité de payer une complémentaire santé, et pas qu'à Montpellier d'ailleurs. Bien sûr, ces personnes, elles dépassent des plafonds annuels de la complémentaire santé solidaire. De quelques euros seulement, et donc dans ces conditions, on ne peut pas se payer aussi une mutuelle. Et fragilise l'idée de l'universalité dans le dispositif d'assurance maladie. Mais l'accès à l'aide médicale gratuite exige une durée préalable de présence de 3 ans sur le territoire. Bon, déjà, c'est une notion de temporalité, on verra après la ME avec 3 mois, là on est sur 3 ans en 1953. Et concernant l'assurance sociale et l'ordonnance de 45 créée dans la Sécu, la figure du travailleur, travailleuse, du cotisant prime indépendamment, évidemment, de la question de la régularité ou non du séjour. Quelque chose qui va s'imposer ensuite. À partir de 70, les politiques de protection sociale sont de plus en plus mises au service du contrôle en fait, des flux migratoires. On voit qu'on commence déjà à voir arriver la notion de contrôle de flux migratoires qui vient percuter les questions d'enjeux de santé publique, les questions de protection sociale, avec notamment, en les années 70, l'introduction
d'une condition de régularité de séjour qui va être progressivement mise en place pour restreindre l'accès des personnes étrangères en situation administrative irrégulière. Les ressortissants européens précaires, par exemple, sont souvent exclus de l'assurance maladie. Si les sans-papiers sont cantonnés au dispositif résiduel de l'AME, vous connaissez les médicats d'État par cœur ici, une couverture spéciale des sans-papiers, et en fait, on crée une catégorie qui devient une cible toute désignée pour tous les discours xénophobes. Regardez aujourd'hui comment les constructions politiques se font autour des fantasmes de l'aide médicale d'État, les abus où tout le monde viendra en France pour faire des chirurgies esthétiques, on entend régulièrement à l'Assemblée nationale l'effet d'appel d'air de l'AME. Voilà. Donc, le fait d'avoir dissocié, de créer un fonds d'État en fait, qu'est l'AME, de le sortir de la sécu au global, crée les conditions d'une instrumentalisation plus facile, alors même que c'est que 0,5% du l'État du budget total. Donc, instrumentalisation de cette question de la précarité. Donc, l'AME reste une couverture maladie restrictive, vous le savez, 3 mois sur le territoire, c'est soumis à des conditions de ressources, contre moins de 800 €. Donc, on n'a pas le même panier de soins quand on a l'AME, même si tout le monde nous explique dans la bouche de beaucoup de politiques, quand on a l'AME, on est mieux soigné que le reste des Français, c'est pas vrai. Personne qui vient nous voir ne connaissent pas ce droit. Et en fait, la question de l'AME, c'est pas qu'il y en a trop qui en ont, c'est qu'il n'y en a pas assez qui peuvent en bénéficier aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment pas, évidemment, dans le discours actuel. Évidemment, il y a aussi des refus de soins sur l'AME CMU. En fait, 38% des dentistes, ils n'acceptent pas les patients. Dans un environnement où, d'ailleurs, il y a une forme de... Les gens se sentent de moins en moins complexés avec un discours suprémaciste et raciste. On voit que lorsque l'on est dans ce contexte-là politique, eh bien, certains acteurs du champ sanitaire et social se sentent beaucoup plus à l'aise pour refuser des soins. Ce qu'on propose, nous, à notre niveau, c'est une couverture universelle pour renouer avec la promesse de 45, évidemment, et à l'adapter aux enjeux de notre époque. Évidemment, il y a forcément les mêmes enjeux en termes de coûts, de technicité, de pratiques médicales. Il n'empêche que c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des scanners et autres et que soi-disant ils seraient plus chers que pour autant on ne doit pas se permettre d'avoir cette promesse, on va dire, de l'universalité. Donc, pilier dans notre plaidoyer, Médecins du Monde, sur la question de l'universalité, c'est le 100% sécu. 100% sécu, mon Dieu, mais vous racontez n'importe quoi. 100% de la sécu, c'est une prise en charge intégrale des frais de santé par un système public unique d'assurance maladie. Voilà, c'est la fin des laissés pour compte et des inégalités, notamment liées aux complémentaires. On a vu encore combien le coût des complémentaires augmente. C'est évidemment le deuxième pilier de notre plaidoyer, un critère d'admission unique, la résidence en France. Voilà, ça fait partie des critères au cœur des principes que l'on revendique, avec une suppression de la condition de régularité de séjour, et puis bien sûr une gouvernance démocratique par les assurés eux-mêmes, ce que tu nous as clairement expliqué et qui renvoie à ce qui nous est cher, c'est-à-dire une certaine idée de la démocratie sanitaire et de la démocratie tout court. Et donc l'idée aussi, matériellement, d'essayer de créer une convention citoyenne, pourquoi pas, pour redessiner collectivement les contours d'un système de santé qui nous semble nécessaire d'avoir. Puis pour terminer, on a bien sûr un système qui générerait par ailleurs des économies, on le sait, aujourd'hui. On pourrait économiser près de 5 milliards, c'est ce que dit le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, mission marketing liée à un marché complémentaire et compagnie. On pourrait faire de l'économie en simplifiant le dispositif. Et peut-être pour conclure, ce qui me touche, alors je ne suis pas un spécialiste de la sécu, vous l'aurez compris, j'ai des notes que j'essaie de lire en faisant croire que je ne les lis pas. Voilà, vous aurez compris que ce n'est pas ma spécialité, mais en même temps j'intègre ça dans une réflexion plus globale. Il me semble qu'aujourd'hui on est au cœur d'une bataille culturelle, politique, qui essaie de défendre une certaine idée de la solidarité dans les politiques publiques. C'est des droits fondamentaux. Aujourd'hui, on est face à des acteurs qui nous expliquent que les malades sont des coupables. En fait, le discours qu'on a eu dans le dernier PLFSS, c'était de dire d'abord le tout gratuit, c'est fini. Ça n'a jamais existé, mais c'est ce qu'on entend, pas que sur CNews. On a vu des attaques sur les LD, des tentatives d'attaque sur les LD, des tentatives d'attaque sur les franchises médicales. La question
du prix des médicaments, c'est 50 milliards, je crois, un truc comme ça, les médocs, dans ces eaux-là. Ça, c'est jamais un sujet, quoi. Et ça fait partie des plaidoyers médecins du monde, travailler aussi sur la question de la transparence sur l'élaboration des prix des médicaments, d'aller voir ce qui se passe dans ce fameux Conseil économique des produits de santé, ce CEPS, où se discutent les prix des médicaments, où on voit bien que ce prix est indexé non pas au coût de production mais à la capacité qu'ont les États de pouvoir payer ou pas. Et même sur ce registre-là, on l'a vu avec certains médicaments, 45 000 € de traitement, vous savez tous que c'était 100 € de production. Même les États riches ont dû faire du tri, sélectionner leurs patients. Et ces médicaments accentuent et attaquent le système de santé solidaire, le mettent en péril, y compris chez nous, avec une forte pression. Donc c'est un enjeu. Je pense qu'aujourd'hui, les acteurs du Conseil national de la résistance, on les entendrait sur les plateaux télé, qui se feraient défoncer en expliquant que ce sont des acteurs woke, islamo-gauchistes, et qui sont complètement hallucinés. Et donc il y a un récit idéologique, pas libéral, où on assume totalement la surfinanciarisation du champ de la santé. Alors, moi je parle de défendre un État social qui porte une certaine idée de ce que peut faire l'État en aidant des initiatives de société civile pour être autonome, pouvoir se gérer et entretenir une démocratie sanitaire. On est face à aussi une approche suprémaciste totalement décomplexée, où on nous explique qu'il y aurait des bons et des mauvais malades, des malades avec des papiers, des malades sans papiers. Et chez Mélanie, chez Orban, chez Netanyahou, alors je ne parle même pas de la Russie, de la Chine, en train aussi de les empêcher de travailler en resserrant l'espace juridique avec le contrat emploi républicain, avec à une certaine époque le délit de solidarité, avec aujourd'hui les procédures Bayon. Mélanie, elle empêche les bateaux de sortir en mer Méditerranée pour sauver des vies humaines, de SOS Méditerranée ou autres, en mettant en place des dispositifs juridiques restrictifs qui ressemblent à rien, mais pour empêcher une opérationnalité. On explique qu'on est, quand on sauve des vies en mer Méditerranée, qu'on sauve des personnes sur le col de l'Échelle, en train de traverser au-dessus de Briançon dans la neige, des conditions terribles, on est des complices de passeurs, on est des criminels, et le jour où on va être au pouvoir, on va vous faire la peau. Et défendre la solidarité, c'est défendre la démocratie. Défendre une certaine idée de la sécurité sociale telle qu'on l'évoque aujourd'hui, c'est défendre la démocratie.